François Guittet, bonjour. Bonjour Christophe. C'était une galère pour l'arrivée à la traîner jusqu'ici, dans ce lieu de savoir qui est la bibliothèque de Ludovia. Oui. Tu voulais pas venir parce que tu dis mais je sais pas parler de caméra. Je dis mais on s'en fout des caméras, on est là pour parler ensemble. C'est le principe de la causerie, on se cause. On se cause. Voilà, donc il n'y aura pas de montage, pas de machin, on se cause. Parce que j'ai plein de questions à te poser, François. C'est pas une causerie si tu me poses des questions. Ouais, mais tu t'inquiètes pas que tu vas partir. J'avais une première question qui était... oui, quand je lis tes tweets, parce qu'on s'est connus par Twitter, il y en a plein qui me posent des questions sur... c'est un des rares sur lequel je suis obligé de passer du temps sur les tweets. Est-ce que tu as conscience de ça? Non. Non, en fait, je tweete beaucoup pour... j'exagérerais que de dire que je tweete pour moi-même. Je tweete pour la communauté. Mais c'est beaucoup une forme d'expression personnelle, quoi. C'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais fait un petit billet d'analyse de mes pratiques du tweet, et j'avais dit qu'il y a quelques années, 1 an ou 2, je m'auto-tweet. C'est-à-dire que je me tweete à moi-même. Il y a des choses que je pense, je marquais sur mon tweet, et au départ, c'était une partie de mes tweets était vraiment fait pour moi, quoi. Donc c'est marrant quand... Oui, cette réflexion-là. Et puis je voulais qu'on discute aussi sur, on s'était un peu échangé par mail, ou je sais plus comment c'était passé, j'avais fait une conférence sur les nouvelles compétences des étudiants, et que tu me donnes un peu ton avis là-dessus, parce que il y a des gens qui nous parlent de génération Y, il y a des gens qui nous disent que ça n'existe pas, il y a des gens qui nous disent qu'on a des digital natifs qui sont complètement nouveaux avec des comportements complètement nouveaux, et puis il y a des gens qui nous disent bah non, c'est pas vrai du tout. Toi, quelle est ta position par rapport à ça, ton sentiment, tes impressions, ton vécu? Oui, enfin, il y a... Elle est large ma question, je sais c'est une cause. Mais enfin, je ne suis pas insensible au courant qui commence à émerger, en tout cas beaucoup aux États-Unis et au Canada. Nous, on est très près, donc on subit cette influence-là aussi, de ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. C'est un peu pompeux comme appellation, on commence seulement le 21e siècle. Mais ma position à ce sujet-là est au fait que les compétences doivent changer, elles doivent s'adapter à l'époque, au temps présent, et que malheureusement, dans les programmes, comme les programmes sont arrêtés, ils sont bien circonscrits, on ne tient pas compte de ce changement, de cette évolution. Et comme il y a une accélération de l'évolution, il y a quelque chose qui cloche. Donc j'essaie d'être attentif dans mon rôle d'enseignant et dans mon rôle d'éducateur et de communicateur en matière d'éducation, de l'importance de trier et d'évaluer. Je pense qu'on devrait évaluer nos pratiques également et nos programmes par le fait même, d'évaluer ce qu'il y a dans les programmes qui est essentiel. Et parce qu'il y a beaucoup de choses dans les programmes, il ne faut pas se le cacher, qui sont de l'ordre du détail, qui sont secondaires et qui viennent alourdir les programmes et qui nous détournent de choses peut-être plus importantes dans le quotidien, dans ce que la société nous apporte, comment elle évolue et qu'on n'a pas encore intégré dans les programmes. Alors ça, pour moi, c'est important parce que pour les jeunes, je crois que les jeunes sont très conscients des nouvelles habiletés qui vont devenir forcément, qui s'intègrent dans des compétences. Alors toi tu parles de nouvelles habiletés, est-ce que tu peux nous les caractériser, nous faire un petit listing, tu as des idées? Des idées, non, enfin Alors moi j'en ai, je vais t'aider un petit peu. Par exemple, moi je dis souvent, je suis toujours impressionné quand je dis aux étudiants, à partir de L1, enfin licence première année ou licence troisième année, je vous demande de faire un travail, le rendu ça ne sera pas de l'écrit, c'est un rendu vidéo. Et moi j'interviens dans la faculté de sciences où ils ne sont pas formés à faire de la vidéo, ni au montage, ni à l'écriture des scénarios. Et les gens me rendent des travaux, pas tous, mais une partie, une majorité, mais des choses qui sont, même si ça ne dure que 3 minutes, qui sont scénarisées, qui sont écrites, qui sont construites, qui sont cohérentes. Et ça figure nulle part, dans aucun programme. Comment ils ont appris ça? Comment ils font? Pourquoi ils en sont arrivés à ces compétences, compétences assez compliquées, de scénarisation, de réalisation, des choses comme ça, et de raconter des histoires, ou raconter un compte-rendu, ou présenter c'est quoi la thermodynamique, c'est quoi, enfin on peut poser des questions assez compliquées, et ils arrivent à avoir un esprit de synthèse et à ressortir ça.
Et ça, c'est par exemple, c'est des compétences un peu évoluées qu'on n'utilise pas dans l'enseignement. Et qu'on devrait. Tu me rappelles le cas d'un étudiant qui était en droit. Et enfin, je suis un peu loin, un peu à côté du primaire et du secondaire, mais quand même, ça illustre bien ton propos. Il a fait des études en droit, et après ses études en droit, il a décidé par lui-même de poursuivre ses études en communication. Parce qu'il a eu le réflexe, il a fait le constat qu'aujourd'hui, si on veut communiquer et si on veut défendre une opinion, les trucs, les connaissances, les compétences qui sont de l'ordre de la communication peuvent servir à tout. Parce que tout est dans le réseautage, dans la communication aujourd'hui. On est à l'ère des médias, et pour enchaîner sur la question des médias, la littératie est en train de devenir médiatisée. Est-ce que tu peux expliquer ce concept de littératie? Il est très fort en anglais. C'est-à-dire qu'en anglais, dans le monde anglophone, en tout cas, on considère la lecture non pas seulement comme le texte, l'écriture et la lecture. On la considère comme tout ce qui est information dans l'encodage et dans le décodage de l'information. Donc la lecture, il y a la lecture des médias, il y a la lecture de l'image, il y a la lecture du texte. Donc toute forme que prend l'information, il faut être capable de la comprendre, de la lire et de la communiquer, de la transmettre dans cette dynamique-là. Et donc le principe de littératie, très généralisé, c'est celui, dans une société, d'être compétent, d'être fonctionnel, on va éviter le mot compétent, d'être fonctionnel dans la communication, en lecture et en écriture, et là on parle de plus en plus, parce qu'il y a une évolution, vers les littératies numériques, les littératies informationnelles et tout ça. Toute l'information est en train de changer de nature, elle évolue elle aussi. Donc, elle évolue, les volumes d'informations explosent. Voilà. Alors le seul fait d'être capable de trouver l'information dans ce lot, dans cette montagne de données, ça devient une compétence, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'on avait des bibliothèques qui étaient très bien organisées, très bien cataloguées, et on savait aller chercher l'information assez facilement. Mais aujourd'hui, c'est pêle-mêle, c'est un fouillis, quoi. Et même la conversation est devenue numérisée. On trouve de tout, il y a le registre et l'éventail de la qualité, la valeur de l'information est énorme. Alors comment trier tout ça? Juste la chercher, de l'évaluer, de la critiquer, ça devient quelque chose d'essentiel. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent gratter un peu plus loin que nos petites causeries, parce que c'est des points de départ, nos causeries, pour aller un peu plus loin dans ce domaine, c'est on peut dire on peut te suivre sur Twitter parce qu'il y a déjà quoi faire. Lire tes slideshares parce que je t'en ai repris d'ailleurs, j'ai honte, je t'en ai piqué 2-3. Qu'est-ce que tu as d'autre comme inspiration qui est dans ce domaine-là? Comme exemple, des gens que tu suis, qui t'inspirent, qui te donnent des idées à toi. Les gens qui suivent, ça fait partie, à mon avis, d'une compétence informationnelle aujourd'hui, de savoir sur qui se brancher pour aller chercher l'information. Mon filtre Twitter, c'est ma nouvelle université. C'est ma formation continue. J'ai même abandonné des programmes universitaires parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de l'information que je recueille dans Twitter. Et je dirais que je n'ai jamais tant appris à tout prendre et à tout mesurer dans un si court espace de temps. Je n'ai jamais tant appris que depuis que je suis sur Twitter. Récemment, il y a tes collègues canadiens, pas québécois, George Siemens, qui s'énerve un petit peu autour de la notion il y a trop de choses, il ne faut pas croire qu'il y a tout dans Twitter, pour rebondir à ce que tu viens de dire, parce que c'est trop court et on n'a pas le temps, c'est pas un lieu où on peut développer les idées, mais c'est un lieu où on peut initier des idées qu'il faut aller voir ailleurs, et que le vrai intérêt de Twitter, c'est ailleurs. Oui, je suis d'accord. Et il y a tout un débat là-dessus en disant les gens qui sont que sur Twitter, qui n'ont pas de blog derrière, en gros, il est un peu extrémiste, mais il n'a pas tout à fait tort. S'ils sont les curateurs, ceux qui font que relayer l'information, c'est pas les gens qui sont intéressants à suivre, parce que c'est pas les, enfin, ça c'est sa position, parce que le vrai intérêt, c'est les auteurs, c'est ceux qui ont un fondement, c'est ceux qui ont une réflexion. Je caricature un peu ses propos, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais enfin, il ne faut pas lui donner entièrement raison. Il exprime un point de vue. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant dans Twitter, c'est l'éclatement des idées.
c'est pas nécessairement linéaire, les idées ne sont pas toujours rattachées les unes aux autres, et dans ce flot d'informations, et souvent on a des idées qui sont exprimées sur le même sujet, ça nous oblige à la synthèse. Ça nous oblige à considérer divers points de vue et de se faire sa propre idée. Qu'on va ensuite rejeter dans l'espace Twitter, dans l'arène, pour que les autres puissent continuer Ou être perturbé comme moi. Parfois. L'évolution de cette idée-là, il y a comme dans Twitter aussi, il y a une mémétique, c'est tout ce principe de l'évolution, de la dimension organique qu'on peut donner aux idées et à l'information. Et tu as raison, sur Twitter, elle a une certaine qualité, mais elle a d'autres qualités ailleurs, et c'est la diversité de chaque moyen, de chaque plateforme qui fait qu'on a une richesse de moyens pour donner vie aux idées, les explorer, les fouiller, aller en profondeur ou aller en largeur. La semaine dernière, il y a 15 jours, tu as fait un tweet qui m'a amusé, où tu parlais d'une formation que tu avais donnée à des enseignants, où tu avais fait verser des larmes. Enfin, c'est une participante. Et ça m'était jamais arrivé. Généralement, on me demande de donner des conférences pour un peu secouer les gens. Et dans le milieu de l'éducation, on a pris un énorme retard par rapport au développement de la société. Ben, on aime prendre un peu de recul, on veut s'assurer de bien faire les choses. Personnellement, je crois que c'est une mauvaise posture. Les choses évoluent trop rapidement. Il faut changer de schéma de pensée. Il faut commencer à réfléchir, développer des méthodes de pensée dans l'action, dans le temps. Un peu comme Socrate le faisait quand il refusait d'écrire. Pour lui, la pensée et la conversation, il était immédiate. Elle a le même sens dans l'immédiateté, dans le contexte. Et ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens en réseau pour faire cette réflexion-là collectivement. Sur le moment. Et ça a un plus grand réalisme, selon moi. Alors, pour revenir à mon anecdote, à cette présentation, je fais comme d'habitude, je commence à parler des révolutions que je constate sur Internet, ensuite des changements chez les générations, et puis là, je leur parle du risque qu'ils ont d'être des dinosaures ou d'être des travailleurs dont on n'a plus besoin éventuellement. Parce que je crains, et là je fais une autre parenthèse, je crains que l'éducation va subir le même sort que l'agriculture, dans le sens où, éventuellement, l'attrait pour le métier ne sera plus suffisamment et on n'aura pas assez de ressources humaines parce qu'on paie pas assez bien les gens veulent faire autre chose, des choses plus intéressantes, l'éducation commence à vieillir, est-ce qu'on va continuer à attirer assez de personnes qui travaillent bien, qui sont passionnées par le métier, pour répondre à la demande générale? Je ne suis pas certain. Alors, si on devait arriver à une situation où on n'a pas suffisamment d'enseignants pour répondre à la demande, il y a deux possibilités qui s'offrent. Ou bien on importe de la main-d'œuvre enseignante, ou bien on mécanise le travail. Et on observe, par exemple, qu'au Japon, on a pris la solution de la mécanisation de l'enseignement. C'est la voie qu'ils ont prise. Ils font des progrès énormes sur le plan de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, du traitement de l'analyse qu'ils peuvent prendre du travail des élèves, et ainsi de suite. Alors je crois qu'on va faire des progrès énormes dans ce domaine-là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a énormément de parents qui sont insatisfaits du travail des enseignants et qui vont se tourner vers des solutions comme celle-là pour donner une meilleure chance, selon eux, dans le système de compétition dans lequel on vit aujourd'hui par rapport à ça. Donc j'évoque ça dans cette conférence et je vois cette enseignante qui est au primaire, qui est très attentive. Elle est assise à ma gauche, je la vois encore, elle observe, elle opine de la tête, son regard est pointu, il est très vif. Et après la conférence, elle se lève et elle vient me voir, elle se plante devant moi, elle me regarde et elle ne dit pas un mot. Et dans son regard, je vois que ses yeux sont larmoyants.
Alors je lui dis, ben là je pensais qu'elle venait pour me poser des questions, comme ça se passe habituellement. Et là je lui dis, est-ce que ça va? Et elle me répond d'emblée, non, non, ben, c'est une jeune enseignante. Et elle me dit, je me sens comme un dinosaure. Et c'est une jeune enseignante. On pense généralement que les jeunes aujourd'hui, ils sont très branchés, ils sont hyper branchés, mais elle était à un certain niveau, mais je pense qu'elle ne savait pas comment composer avec la nouvelle réalité de l'utilisation et de l'adaptation de la profession enseignante, avec ces technologies qui émergent et qui vont évoluer à un rythme phénoménal. On n'est pas conscient de la vitesse à laquelle ça évolue. Quelqu'un disait récemment que, et je trouve ça assez juste, on tend à surestimer le changement à court terme, sur une période de 3 ans. On pense que tout va se bousculer. C'est pas vrai. Sur une période de 3 ans, généralement, les changements, on est capable de composer avec, mais on est toujours surpris, on sous-estime le changement sur une période de 10 ans. Et là, quand on fait un retour en arrière, et moi je regarde les appareils que j'utilisais il y a 10 ans et ce que j'utilise aujourd'hui. Les appareils photo. Oui. Je n'en reviens pas. Je suis impressionné moi-même du cheminement que j'ai fait dans l'utilisation de ces technologies-là, comme Stegler le disait. On travaille, on construit dont on travaille au quotidien. Oui. Encore un autre tweet qui m'a fait marrer. Enfin, marrer. Si celui-là m'a fait marrer. C'est après le tweet sur ton appréhension à venir à Ludovia. Je dis attention, c'est comment tu avais intitulé Non, c'était un billet que tu as fait. Tu as tweeté sur un billet que tu as fait. Oui. Enfin, l'appréhension que j'avais, c'est la lecture d'un article qui portait sur une tendance aujourd'hui chez plusieurs blogueurs d'utiliser ce moyen de communication-là pour traiter d'un sujet et souvent en essayant de soutirer de l'argent des compagnies en vendant leurs produits, en étant sympa pour les gens, donc de recevoir du matériel gratuit. Donc c'est un peu comme vendre son âme au diable, si on peut. Ouais, t'as pas vendu ton âme au diable, ça va. Non, c'est ça. Moi, j'avais, parce que je sais, toi, ce qui m'a fait un peu réagir, qui a peut-être amplifié ma crainte, c'est qu'avant d'arriver à Ludovia, il y a beaucoup de gens, de Québécois dans ma communauté, qui m'ont laissé savoir qu'ils étaient un peu jaloux de ne pas pouvoir venir, et qu'ils aimeraient bien venir. Alors c'est un privilège que de venir ici. C'est vrai, on est bien là, t'as vu, hein? C'est une montagne, là il y a les bulles. C'est magnifique. On peut causer. On peut causer, on rencontre des gens fantastiques. On peut découvrir une autre culture, d'autres perceptions sur les nouvelles technologies. Et il y a plusieurs personnes qui aimeraient venir. Donc, il y a des bains bouillonnants là-bas, et à Ludovia, c'est aussi un bain bouillonnant. Et hier, tu m'as fait une réflexion, on fait, mais les gars, on n'arrête pas de travailler ici, c'est du matin jusqu'au soir, même dans la nuit. On bosse très fort, mais c'est dans un autre contexte, c'est stimulant. On bosse parce qu'on aime bosser, ça nous amène à travailler dans un contexte qui est autre, qui est stimulant. Les gens nous entraînent. Je ne te cacherai pas qu'il y a des moments de fatigue par moment, parce que oui, les Français aiment travailler très tard, et ça m'impressionne. Alors, comment dire, discuter et puis débattre de questions à 10h30, 11h le soir, moi je n'ai pas l'habitude. Hier soir, on a fini à minuit au bar, tous les deux. Oui. Et puis le premier soir, je me suis couché à 1h30 du matin pour finir ma bière. Donc, vous voyez, vous pensez que c'est un privilégié de venir à Ludovia, on l'exploite. Donc tu reviendras quand même. Je vais revenir quand même. Bon, merci Jean. Merci François. Tu feras ce montage-là, ce bruit-là. Je garde tout.